Merci Nadine Morano d'être sur le plateau de 12-13 dimanche, députée européenne aujourd'hui, ancienne ministre à l'apprentissage et à la formation professionnelle, on en parle beaucoup en ce moment, de Nicolas Sarkozy, avec qui vous prenez des distances en ce moment aussi, et candidate à la primaire de la droite et du centre de 2017. Le livre inventaire de Nicolas Sarkozy qui sort ce lundi est une étape de plus sur son retour annoncé. Est-ce que vous allez faire un livre ? Je suis en train d'en rédiger un, oui. Je pense que c'est un exercice un peu, je ne vais pas dire obligé, mais un dialogue avec les Français, de leur dire notre pensée profonde, nos éléments de programme. Ce sera un livre-programme. Ça ne sera pas qu'un livre-programme. Je crois que les Français ont besoin de savoir aussi qui nous sommes, ce que nous pensons, quelle est notre expérience. Et dans ce livre, c'est un exercice difficile, d'ailleurs Nicolas Sarkozy le dit. Oui. Et c'est vrai que c'est un exercice difficile, mais je crois que c'est intéressant de pouvoir dire aux Français quel est le candidat, ce qu'il pense et quelles sont ses propositions. On va voir ça ce midi. En tout cas, la droite se cherche un candidat ou une candidate, mais aussi un programme, pendant que le gouvernement, lui, brouille les pistes sur tous les sujets. Les 35 heures, la déchéance de nationalité, la sécurité, des thèmes qui jusque-là faisaient quand même l'identité de la droite. Alors un symbole, parmi d'autres, c'est l'image de la semaine, Manuel Valls à Davos, le temple du capitalisme sans limite, le club des riches, un Premier ministre socialiste, une première à Davos. Et à cette occasion, le Premier ministre a mis en garde. Il y a risque de dislocation du projet européen, a-t-il dit, ni plus ni moins, du fait de la crise des réfugiés notamment. Parce qu'il dit chaque pays fait ce qu'il veut. Vous pensez, vous, que l'Europe peut exploser ? Moi, ce qui m'étonne d'abord, c'est de voir Manuel Valls à Davos. Rappelez-vous ce que disait François Hollande. Son ennemi, c'était la finance. On voit maintenant M. Valls se rendre à Davos. Mais quand il dit, je l'ai regardé, je l'ai vu, quand il dit qu'il y a un risque de dislocation de l'Europe, je me dis, est-ce qu'il a conscience qu'il est Premier ministre de la France ? Il est responsable de ce qui peut arriver et il est responsable aussi de ce qui se passe aujourd'hui avec cette politique de quotas de migrants qui est totalement... là aussi irresponsable. J'ai voté contre les quotas de migrants au Parlement européen et on voit bien que la réalité, c'est que face à cette tragédie migratoire, il faut une réponse politique et militaire. Militaire ? Et militaire. C'est-à-dire ? J'avais réclamé, vous savez, une intervention en Syrie avec une coalition internationale intégrant la Russie. On y vient, puisque M. Hollande est allé voir M. Poutine pour justement avoir cette réponse mais pour militaire. revenir à ma question, vous craignez, vous, que l'Europe explose sur la question des réfugiés ? Non, je ne pense pas que l'Europe va exploser sous la question des réfugiés. Je pense simplement, pour le vivre au Parlement européen, entendre M. Juncker, le président de la Commission européenne, et même entendre M. Ban Ki-moon venir s'exprimer au sein du Parlement européen, ce niveau d'irresponsabilité me choque profondément. Quel est le rôle des dirigeants des États membres? C'est de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et de ne pas envoyer un message qui consiste à faire un appel d'air à l'immigration illégale. Mais là, c'est Angela Merkel plus que Manuel Valls ou François Hollande. Mais attendez, la France doit avoir son rôle important de leadership et de dire non, il faut stopper cette vague migratoire de masse, composée de jeunes hommes essentiellement, et pour lequel nous sommes totalement débordés. Or, les propos tenus par Angela Merkel, avec cet accueil, on vous ouvre les bras grands ouverts en Allemagne, et après on referme les bras, et puis on voit les conséquences de ce qui se passe à Cologne, comme partout en Allemagne, ce qui s'est passé au moment du Nouvel An, avec des agressions sexuelles. C'est grave. Alors, il faut dire stop et, pardon de le dire, mais il faut intervenir au Liban, en Jordanie. Il faut aider ces pays qui réclament notre aide financière pour maintenir les populations réfugiées à proximité de la Syrie et pour leur permettre ensuite de rentrer chez elles. Pas de dire on va accueillir des migrants, venez tous chez nous et on va vous répartir par pays. C'est une faute politique. À l'égard de l'Europe dans son ensemble. Juste venons à la situation aujourd'hui à Calais, une situation qui se tend depuis quelques heures encore après la manifestation des pro-réfugiés, des réfugiés qui ont tenté aussi de passer en Angleterre hier de force en investissant des ferries. Le gouvernement, lui, a décidé de construire des abris d'urgence pour l'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, là, dans l'immédiat, dans l'urgence ? D'abord, je voudrais dire que cette jungle, puisqu'on l'appelle comme telle, de Calais, est une honte pour la France, pays des droits de l'homme. Vous vous rendez compte à quel niveau on est arrivé? Nous devons avoir des services administratifs qui examinent sur place. Il faut envoyer vraiment en nombre des services administratifs qui examinent sur place les demandes d'asile de ces personnes. Cas par cas.
et vite, cas par cas, et vite. Et ceux qui ne sont pas en situation de rester en France, ils doivent faire l'objet d'une expulsion immédiate. En même temps, vous me parlez d'assistance à ces personnes, on ne peut pas les laisser en plein hiver sans avoir Oui. le minimum vital. C'est logique, ça il faut l'accompagner. Mais on ne peut pas faire un accompagnement sans régler aussi le problème administratif de ces personnes, sinon ça veut dire, eh bien, venez en France, vous arrivez à Calais, on vous accueille, on vous loge, et puis après on voit ce qui se passe. Il y a eu hier, non, il faut être ferme. Il y a eu ferme. hier, à l'issue de la manifestation, des débordements, J'ai et vu. notamment la statue du général de Gaulle qui a été taguée. taguée. C'est une honte, c'est une Vous qui ignominie. dites, C'est une ignominie. Ça me choque profondément qu'on puisse voir ça en France en Mais alors, 2016. oui, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Ben, il faut que ceux qui ont fait ça soient condamnés, qu'il y ait, voilà, il faut retrouver ceux qui ont commis cet acte et puis qu'il y ait des sanctions. On va parler du chômage maintenant, qui continue d'augmenter. Et voilà que le gouvernement ressort l'éternel apprentissage. Monsieur Letellier, Oui. juste pour vous dire aussi, vous savez que pour vider la jungle de Calais, Oui. le gouvernement est en train d'essayer de dispatcher, de disperser partout dans nos villages des migrants. Et ça ne fonctionne pas. Parce que franchement, les communes se révoltent sur cette question. Je le vis moi-même à Tantonville et à Pexonne dans mon département. Il faut arrêter de vouloir vider la jungle de Calais en répartissant les problèmes On va sur parler l'ensemble du territoire. du chômage. Et je disais, le gouvernement ressort l'éternel apprentissage parce que c'est ce qu'on sort à chaque fois. Même Nicolas Sarkozy l'avait fait, vous étiez sa ministre à l'époque, Bien sûr. un an avant la présidentielle, en disant, ben voilà, on va former des jeunes, on va relancer l'apprentissage. Mais bon, tous les ans c'est la même chose et le chômage continue d'augmenter. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ah non, pardon. Alors, Nicolas Sarkozy avait fait un choix qui était absolument judicieux de consacrer un ministère au développement de l'apprentissage et à la formation professionnelle. Il n'y en a plus. Ben, il n'y en a plus parce que François Hollande l'a supprimé. Quand nous Vous étions au souhaiteriez qu'il y ait un pouvoir... ministère à part entière là-dessus? Mais Ça changerait quoi? Non, mais attendez, pardon, mais pour l'avoir géré, ce ministère, je peux vous dire que c'est essentiel et majeur. Regardez de l'autre côté de la frontière en Allemagne, le taux de chômage des jeunes est à peine de 7%. Chez nous, il est à plus de 25%. À un moment, il faut se poser la question. Nous avons besoin de développer l'apprentissage. Oui, mais... Les formations par alternance dans son ensemble, c'est ce que voulait Nicolas Sarkozy. Il avait strictement raison. Et Mais il faut quand le continuer cette gouvernement politique. dit là actuellement, allez, 500 000 personnes à former, soit en apprentissage, soit en formation pour les chômeurs, et on aide les entreprises. Non, mais c'est ça. Écoutez, quand nous étions au pouvoir, nous étions fixé l'objectif d'arriver à 800 000 alternants d'ici à 2015. Et on n'en était pas là. Regardez ce qui se passe avec François Hollande. Nous avions en moyenne 300 000 apprentis par an. Là, on est descendu à 260 000. Il a saccagé les politiques d'apprentissage. Et par dogmatisme en fait, parce que ce gouvernement contrairement à ce qu'il dit, il n'aime pas les entreprises, il n'aime pas la formation professionnelle, il n'accompagne pas les jeunes vers ces voies professionnelles, et c'est au détriment de la jeunesse, Mais alors, que de temps perdu à cause de François Hollande, je vous le dis, c'est grave. Alors, c'est vrai que c'est difficile aussi pour les employeurs de savoir à quel métier former, parce que tout change très vite. Diriez-vous, comme Emmanuel Macron, que la vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié? Mais ça dépend. Vous avez des entrepreneurs qui, c'est vrai, pour eux, c'est extrêmement difficile de se dire qu'à la fin du mois, il faut qu'ils arrivent à assurer les salaires de leurs employés. Il faut qu'ils arrivent aussi à se sortir leur propre salaire. Mais c'est plus dur pour un patron qu'un salarié? Mais ça peut être dur aussi pour un salarié qui a un salaire, un petit salaire. Donc quand Emmanuel Macron dit ça, il se trompe? Non, sa phrase est mal tournée. La vie d'un entrepreneur peut être difficile parce qu'il faut arriver à dégager les salaires de ses salariés et même son salaire à lui-même. Et en même temps, la vie d'un salarié peut être difficile quand vous êtes au SMIC, hein, il faut dire la réalité. Et là, il méconnaît la réalité quand il dit ça, Emmanuel Macron? Non, je dis simplement qu'il tourne mal sa phrase. Je Ouais. comprends ce qu'il veut dire, Alors, mais il tourne mal sa phrase. Il a à la fois raison et il a à la fois tort, ça dépend des situations. Pour être au plus près des besoins des entreprises, en tout cas, le gouvernement, lui, parie sur les régions qui ont une compétence en matière de formation professionnelle. Et il dit aux présidents de région, aidez-nous et on va vous aider. Alors Xavier Bertrand, par exemple, ancien ministre du Travail, dit d'accord, j'y vais. Laurent Wauquiez dit non parce qu'il lui voit, lui, un piège politique. Est-ce que l'emploi, priorité numéro 1 des Français, doit être l'enjeu de calcul politicien? C'est pas comme ça qu'il faut peut l'appréhender. se poser- Non, mais oui, c'est pas peut-être, comme mais ça on peut parce se poser la que, en question. fait, si vous voulez, ce qui agit sur le chômage, c'est les charges qui pèsent sur les entreprises. Et donc ça ne relève pas des régions. Hein, donc c'est clair. Ce qui agit aussi sur le chômage, c'est de pouvoir mettre en adéquation les formations et les besoins des entreprises. Et justement, là, ça peut se faire au niveau des régions. Là, les régions ont leur rôle à Mais jouer. oui, mais quand Laurent Wauquiez dit non,
Vous imaginez Non, pour mais les gens de sa région? Non, mais il le fait de facto, puisque il peut travailler avec les acteurs de l'emploi dans sa région et mettre en adéquation les formations qui se font d'ailleurs dans les CFA avec les besoins des entreprises. Et puis, comme ils ont en charge la formation professionnelle, là aussi, c'est d'accompagner ceux qui sont en recherche d'emploi vers des secteurs qui embauchent. La réalité, c'est qu'on est en totale inadéquation. Et puis, le code du travail est tellement lourd aussi pour les chefs d'entreprise qui ont peur d'embaucher parce que c'est trop difficile de débaucher. Oui, enfin, vous savez qu'Emmanuel Macron fait un pas dans ce sens en disant justement il va falloir revoir ça, il va falloir aussi sûr. revoir le temps de travail dans les entreprises. De facto, les 35 heures pourraient disparaître s'il y a des accords d'entreprise, si la loi est acceptée, etc. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez encore à dire là-dessus à droite? Ce que j'ai à dire, c'est que pour que les Français arrêtent d'avoir peur du chômage, il faut qu'ils aient conscience qu'ils peuvent retrouver un travail très vite. Le problème, c'est qu'ils ont peur du chômage parce qu'ils se disent si je suis au chômage, eh bien pendant combien de temps ça va durer? Mais ce n'est pas la fin des 35 heures qui va redonner de l'emploi. Mais il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut agir. Par exemple, sur la durée légale du temps de travail, je pense qu'il faut donner là aussi de la flexibilité aux entreprises, de la liberté. Nous avons la durée légale du temps de travail qui est à 35 heures. Dans d'autres pays européens, elle est à 40 heures. On voit bien que ça crée des distorsions de compétitivité par le fait. Et donc, il faut pouvoir donner aux entreprises la possibilité d'une fourchette, de dire, eh bien, vous pouvez, entre 35 et 40 heures, choisir votre durée légale. Voilà des propositions qu'on peut faire. Il faut donner aux chefs d'entreprise et à la négociation avec les partenaires sociaux. C'est pas je dis bravo ou pas bravo, je lui dirais d'aller plus loin. Parce qu'en général, il pense quelque chose et puis comme de toute façon sa majorité ne le suit pas, il recule. Bon. C'est ça le problème d'Emmanuel Macron. Alors, on va parler de vous, Nadine Morano, parce que vous avez dû laisser récemment votre place aux élections régionales dans l'Est, puisque Nicolas Sarkozy vous a sanctionné pour avoir parlé de la France, pays de race blanche. Pourtant, c'est lui qui vous avait repéré et promu. L'écharpe avec les couleurs de la France, ça c'est la véritable émotion. À 39 ans, cette mère de 3 enfants devient donc députée de Toul. Elle est aussi secrétaire nationale de l'UMP. L'ancienne présidente des jeunes RPR 54 dans les années 80 est montée. Madame Morano, un petit mot s'il vous plaît. À 44 ans, la voilà secrétaire d'État à la famille. Merci. Nadine, c'est pas le profil type en politique. La parole franche, le verbe haut, elle a vite trouvé son style, utile au discours d'une droite décomplexée. Nadine dit des vérités. Il faut les écouter. Je crois en lui, tout peut devenir possible, parce qu'il a énormément d'idées, parce qu'il construit, parce qu'il est novateur, parce qu'il a la stature nationale et internationale. J'y crois à fond. Et je peux vous dire qu'il y serait au fond du trou. Au fond du trou, mais j'irai. Vous voyez ce que je veux dire? J'irai le chercher. Je porte toute la responsabilité de cette défaite. S'il n'en reste que 3, ce seront eux. Les piliers du sarkozysme. Il y a 50 toiles ici, des objets promotionnels. N'hésitez pas, on a besoin d'argent pour l'association. Nicolas Sarkozy lâche Nadine Morano et demande aux instances du parti de lui retirer son investiture pour les régionales. Voici les déclarations qui ont provoqué la polémique. La France est un pays de race blanche dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Je n'accepterai aucun dérapage. Est-ce que vous maintenez vos propos ce matin, Nadine Morano? Mais oui évidemment, ou non? je maintiens mes propos. J'ai dit à Nadine Morano, il suffit simplement de me faire un petit mot en disant que les mots ont dépassé ta pensée et que c'était pas exactement ce que tu voulais dire. Je n'ai pas cédé à cette histoire de lettres, parce que moi, on n'achète pas pour un poste. Jamais. Voilà, il y a eu des hauts et des bas avec Nicolas Sarkozy, qui parle de vous dans son livre d'ailleurs. Oui. Il dit qu'il a de l'amitié pour vous, donc ça veut dire que les ponts ne sont pas totalement rompus? Ah, mais tout ce que vous avez passé dans votre reportage, je ne renie rien. Et je pense qu'il a été un grand président, qu'il a pris les bonnes décisions, notamment pendant la crise économique et financière. Mais ça, c'est du passé. Qu'il a exercé un vrai leadership international. Donc, et c'est vrai que j'ai de l'amitié. Mais vous l'amitié. parlez à l'imparfait. Et aujourd'hui, vous avez de l'amitié toujours pour lui. Ah oui, moi, j'ai pas que de l'amitié, j'ai de l'affection pour Nicolas Sarkozy. C'est comme ça. Et c'est pas parce qu'on a des querelles de famille que tout ça s'en va. Je ne résumerai pas l'histoire politique que j'ai avec lui à ce qui s'est passé sur cet événement. Ce que je lui reproche, en fait,
c'est son comportement, c'est pas sa politique. Et là-dessus, sur cette question-là où je parlais des racines chrétiennes de la France, et dans un contexte d'une immigration de masse, parce que mes propos évidemment ont été tronqués, c'est le sport national en politique et dans les médias, mes propos étaient tronqués, décontextualisés, et donc forcément, et il n'a pas regardé l'émission. Et il s'est fié à ce qu'on lui a dit. Donc il s'est trompé, et c'est son encore entourage qui l'a trompé. Et je lui ai dit, je voudrais tenter cette histoire de retour avec toi, mais il ne faut pas que tu fasses les mêmes erreurs. Vous lui tendez la main. Vous lui tendez la main. Mais le problème, c'est qu'il a commencé à faire les mêmes erreurs. Ouais. Il a fait les mêmes erreurs avec moi en envoyant un communiqué à la presse qu'il a mis dans une impasse et qui m'a mis dans une impasse. La situation, c'était où elle présente des excuses ou elle n'est pas investie. Mais moi, je ne peux pas répondre à des excuses par rapport à un poste. Mais vous lui tendez la main quand même. C'est pas une question de tendre la main. Oui, c'est une question de dire que, regardez même ce qui s'est passé avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Bon, elle est à l'opposé de sa pensée politique. C'est une réalité. Donc je lui avais dit, entoure-toi de tes proches qui pensent vraiment la même chose que toi. Donc vous, par exemple. Dont moi, mais pas que pour moi, c'est pas une question personnelle, c'est pour que ça fonctionne en fait. Et la réalité, c'est que 10 mois après, il a été obligé de s'en séparer parce que le fossé était trop grand. Et donc ça fait pas bien, si vous voulez. Alors, ça fait encore une erreur de plus. En tout cas, un nouveau chapitre est peut-être en train de s'ouvrir avec la primaire qui se prépare. Vous êtes sur les rangs. On va en parler avec Michel Dumoré, chef du service politique de France 3, qui nous rejoint. Bonjour Michel. Bonsoir Francis. Bonjour Nadine Morano. On vous surnomme la frondeuse des Républicains. Je ne sais pas si ça vous convient. C'est en tout cas comme ça qu'on vous fonctionne dans les cénacles parisiens. Vous revendiquez votre positionnement. Il est plutôt à droite de votre parti. À la primaire d'ailleurs des Républicains, vous voulez incarner la candidate du peuple. On vient de le voir, vous étiez sarkozyste, beaucoup moins maintenant. Vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy. Non, je voudrais que vous ne l'avez pas lu. Non, il sort lundi. Ouais, des extraits alors. Donc vous ne l'avez pas eu en avant-première. Non, j'ai vu des extraits dans la D'accord. presse. Il ne vous l'a pas dédicacé? Ah non, il ne me l'a pas dédicacé. Non. Il aurait pu le faire? Il pourrait. D'accord, il pourrait. Alors, on va revenir quand même sur quelques phrases qui sont sorties déjà comme ça dans la presse, et notamment ce qu'il reconnaît à propos de cette fameuse phrase « Casse-toi, pauvre con ». Il écrit « J'ai abaissé la fonction présidentielle ». Est-ce que, faute avouée, c'est faute à moitié pardonnée? C'est bien de reconnaître évidemment ses erreurs, mais en même temps, est-ce que ça ne le disqualifie pas de facto? À partir du moment où vous reconnaissez toutes ces erreurs, comment est-ce que demain, on est sûr qu'il n'en fera pas d'autres? Et c'est pour ça que je regrette ce qui s'est passé avec moi sur cette phrase qui est simplement une évidence. Je voudrais vous dire qu'au Parlement européen avant Noël, le Parlement européen composé des représentants de 28 nations ont adopté le rapport sur les droits de l'homme où il est fait état de la diversité raciale et des races. Franchement. Nadine Morano, ça le discrédite. Pourquoi? Mais je pense que quand vous faites comme ça l'analyse de vos erreurs, c'est que vous en avez commises. Bon, et que quand vous êtes à ce niveau de responsabilité, vous devez être préparé à incarner cette fonction présidentielle. Il ne l'est pas. Et je crois qu'en reconnaissant ces erreurs-là, je ne sais pas si les Français vont lui dire « Bon, on va essayer à nouveau. Vous avez fait des erreurs, mais peut-être qu'on va vous redonner la confiance. » Je ne suis pas sûre que ça marche comme ça parce que je ne sens pas sur le terrain, si vous voulez, d'un envie, d'un match retour entre cette François envie des Hollande Français, justement, et Nicolas Sarkozy. Autre chose qu'il écrit dans ce livre, quand il dit qu'il a changé d'avis sur le mariage pour tous, qu'il ne veut plus l'abroger en cas de victoire, en cas de retour au pouvoir, est-ce que ça le discrédite encore un peu plus selon vous? Bien, quand il s'était exprimé dans cette salle devant l'association, j'ai bien vu qu'il avait lâché sur quelque chose qu'il ne pensait pas. Donc il a écrit là du coup ce qu'il pense vraiment. Et alors? Ça discrédite encore un petit peu plus ce va-et-vient? Ça apparaît malheureusement comme un revirement. Ceci étant, on a le droit de changer d'avis, mais quand on manque de constance, là aussi c'est une question de crédibilité vis-à-vis des Français. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui, Nicolas Sarkozy? Toutes les études d'opinion montrent que les Français considèrent aujourd'hui qu'il appartient au passé. Est-ce que vous partagez l'avis majoritaire des Français? Mais c'est compliqué parce que lorsque vous avez été président mais battu, c'est difficile de revenir en disant « je me représente devant les Français ». Alors quand il dit qu'il aime la France profondément, c'est une réalité. Vous le croyez? Ça je le sais et je le crois et c'est courageux d'ailleurs pour lui que de tenter de revenir. Donc vous n'excluez pas l'idée qu'il ne revienne pas? Écoutez, s'il est revenu à la tête des Républicains, c'est pas pour ne pas être candidat, il faut se dire la vérité. Donc il est candidat à l'élection présidentielle. Même s'il ne l'a pas dit encore. Non mais ça ne fait aucun doute, sinon il ne serait pas là. Donc il faut, c'est clair, puis vous savez, je pense que les Français ne sont pas dupes, ils savent très bien que s'il est revenu, c'est pour être candidat à l'élection présidentielle. Comme pour Jean-François Copé qui devrait aussi annoncer peut-être aussi sa candidature aux primaires. Les primaires, on va en parler justement maintenant. Est-ce que vous avez les garanties nécessaires pour le bon déroulement de ces primaires? Non, je vais vous dire pourquoi. Ah. Parce que Thierry Solère, qui préside le comité d'organisation,
composée de parlementaires, vous avez le comité d'organisation et vous avez la haute autorité. Qui a été validé par tout le monde, a priori. Oui, mais hein, il se cette trouve que le organisation. comité d'organisation, présidé par M. Solaire, qui a pris position pour Bruno Le Maire officiellement, il se présente d'ailleurs comme son bras droit, quasi son porte-parole, il s'exprime dans les médias en critiquant, d'ailleurs j'ai fait l'objet de pas mal de critiques de sa part, et je crois que son impartialité pour moi est remise en cause. Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que moi, il quitte finalement? Oui, parce que je pense que doit être à la tête de ce comité d'organisation quelqu'un qui ne prend position pour personne et qui sera impartial vis-à-vis de tous les candidats. Fonction. Moi, je pense qu'il n'est pas bien placé pour exercer cette fonction au regard de toutes les déclarations médiatiques qu'il fait, qui ne vont pas dans un sens d'impartialité vis-à-vis de tous les candidats. Est-ce que Nicolas Sarkozy devrait quitter la présidence du Parti des Républicains avant le 21 septembre? Le 21 septembre, c'est la date officielle reconnue par vos instances quand un président du parti veut être candidat aux primaires. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion des genres? Si, évidemment. Bien sûr que oui. Donc, il y a une date qui est inscrite dans nos statuts. 21 septembre. Elle est celle-là. Après, chacun voit bien qu'il aura plus de facilité parce qu'il dépose de l'appareil politique. C'est une réalité. Alors, s'il veut partir plus tôt, il le fera, en laissant sans doute un proche ou un de confiance à la tête des Républicains. Ouais. De toute manière, voilà, il exerce sa présidence des Républicains, il a été élu démocratiquement, ça fait partie du jeu. Les primaires, c'est une première pour vous, c'est pas dans l'ADN de la droite. Non, c'est pas dans notre ADN, c'est clair. Est-ce que vous pensez du coup qu'il y a un risque d'implosion de votre parti? Non. 5 candidats, il y a déjà 5 candidats déclarés ou pas déclarés pour cette primaire? Les candidats déclarés sont des candidats à la candidature. Parce que pour pouvoir être dans les starting blocks de la primaire, il faut avoir 2500 parrainages d'adhérents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé une plateforme de parrainage. Ça rentre bien, j'en suis content. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui me soutiennent. Vous tapez dans la barre d'adresse www.jeparrainemorano.com, ça marche. Très rapidement, vous savez que le Centre national des indépendants pourrait aussi se rallier à votre candidature aux primaires. Est-ce que vous accepteriez ce soutien qui vous permettrait d'éviter le passage des 20 parlementaires? J'ai des contacts avec eux, c'est vrai. C'est un parti que je respecte, ancien, très ancien, et qui est très ancré aussi dans nos territoires ruraux. Il y a des discussions. Il y a des discussions, pas de réponse encore définitive. Enfin, est-ce que vous serez candidat? Est-ce que vous pouvez nous le dire aujourd'hui aux prochaines législatives, Nadine Morano, même si vous n'avez pas l'investiture des Républicains? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre cet engagement? Oui, j'ai envie d'y retourner. Ah non, moi je l'ai pris au moment des élections européennes, je l'ai dit très clairement. Je suis députée européenne, j'assumerai mon mandat jusqu'à la fin. C'est un mandat qui me passionne et je ne serai pas candidate aux élections législatives, je l'ai dit. Et je le confirme. Et vous confirmez, voilà, vous avez les réponses à toutes vos questions, Michel. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. On en parle. Et de quoi parle-t-on en ce moment? De l'état d'urgence. François Hollande veut le prolonger de 3 mois à partir de février. Ce seront les parlementaires français qui devront le décider. Mais d'après vous, il faut le prolonger? Oui, je pense que dans la situation de risque terroriste que connaît la France aujourd'hui, je pense qu'il faut le prolonger. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Sur la déchéance de nationalité pour les binationaux qui sont condamnés pour terrorisme, la droite y est plutôt favorable. C'était même une proposition de Nicolas Sarkozy, mais voilà qu'une vingtaine de parlementaires des Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet, Hervé Mariton, Bernard Debré, Édouard Philippe par exemple, sont contre. Et vous? Moi, je suis favorable à la déchéance de nationalité pour tous, c'est-à-dire les binationaux, comme ceux qui n'ont que la nationalité française. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui a commis un crime terroriste contre des Français, parce qu'ils sont français et contre la France, doit pouvoir garder sa nationalité. C'est pas une façon de remettre en cause tout simplement la binationalité, ça? Le Royaume-Uni l'a fait en 2014. Mais est-ce que c'est pas une façon de remettre en cause complètement la binationalité? Non, mais je crois que c'est injuste de déchoir quelqu'un de sa nationalité quand il est binational et de ne pas le faire quand il est simplement français. Pour moi, un terroriste, c'est un terroriste et cette mesure doit être accompagnée d'ailleurs en matière de condamnation de la perpétuité réelle. Nous avons besoin d'exercer la rétention de sûreté vis-à-vis de ces personnes et de nous protéger. Un terroriste ne doit pas pouvoir sortir. Pour terminer, je voudrais qu'on revoie cette image de la venue, qui n'est pas passée inaperçue, de l'actrice américaine Pamela Anderson à l'invitation d'une députée écologiste pour demander l'interdiction du gavage des oies qui permet de produire du foie gras. Elle a eu droit à des propos peu élégants, même machistes parfois. Est-ce qu'elle est la meilleure ambassadrice pour la cause? Écoutez, moi je respecte sa liberté et il n'y a pas à avoir de propos machistes vis-à-vis
de son action. Moi, je défends un secteur économique qui doit faire face aussi à la grippe aviaire et aux emplois qui sont derrière cette activité économique. Donc voilà, chacun ses positions. Mais pour vous, c'est pas de la politique spectacle, Pamela Anderson, à l'invitation du député écologiste, parce que c'est ce qui s'est dit du côté de la droite, par exemple. Mais c'est une femme qui a choisi un engagement, je le respecte, même si je ne le partage pas. Merci Nadine Morano, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche, que vous pouvez retrouver sur France TV Info et sur le compte Twitter de l'émission. Catherine Matoche arrive pour l'actualité de la mi-journée.